Professeur, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Alors, nous avons une problématique simple ce matin, probablement pertinente. L'échec d'un pays est-il uniquement l'œuvre du président? Quel est le regard du juriste et enseignant d'université que vous êtes? Oui, soyez rassurés. Soyez parfait. Je suis devant l'écran de télévision. Hein. Je suis devant l'écran, donc je suis tout ce qui se passe dans la thématique de l'air. Alors, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Vous connaissez tous mes positions par rapport à ce système gouvernant. Permettez-moi de répondre clairement à la question à l'aune de l'expérience camerounaise pour ne pas faire de la philosophe. Permettez-moi, autrement dit, de contextualiser le débat en répondant à la question en rapport à ce que nous disons. Alors, pour être très clair, les responsabilités sont partagées, mais à des degrés divers. Et vous vous souvenez dans de l'émission pour laquelle vous placez mon image, j'avais dit que je distinguais l'accessoire du principal. Le principal responsable, je réitère, de l'échec de notre pays est le président de la République. Ce qui veut tout simplement dire qu'il n'est pas l'unique responsable. Pourquoi est-il le principal responsable? Je vous convie à la lecture de l'article 5 de la Constitution, qui établit sa responsabilité, qui permet de juger toute l'étendue des dégâts dont il est responsable. L'article 5, alinéa 2 de la Constitution, fait de lui l'élu de la nation tout entière. Ça veut dire que ce soit qui lui ont accordé ses votes ou ceux qui ne lui ont pas accordé ses votes, il est notre président. L'alinéa premier de cet article 5 fait de lui le chef de l'État. Ça veut dire que c'est lui qui répond. C'est lui qui dirige cet État. Si on dédouane le chef d'État, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'autant plus. Dans l'alinéa 3, il est clairement dit que c'est lui qui définit la politique de la nation. Donc sur ce point-là, en me basant sur le constat de réalité, l'échec lui incombe principalement. D'ailleurs, vous constatez que vous avez tenté de m'appeler par voie WhatsApp, ça n'a pas donné dans un pays où le Wi-Fi ne fonctionne pas. À qui la faute? C'est pas la faute du peuple. Comme je l'ai donc dit, le principal responsable, c'est lui. Parce qu'il ne joue pas son rôle. L'échec, c'est lui qui emporte la principale responsabilité. Maintenant, ses collaborateurs ne sont pour autant pas dédouanés. J'en veux pour preuve, c'est avec beaucoup de satisfaction que je vous vois réapparaître à l'antenne. J'avoue que j'avais été affligé. Pourquoi est-ce que je parle de ces collaborateurs? Le Conseil national de la communication est partisan. J'avais suivi toute l'émission pour laquelle on vous a sanctionné, et je ne vois pas la faute que vous avez commise. À l'avenir, dites-le à votre patron, le Conseil national de la communication étant une institution administrative, apprenez à venir vers moi lorsque vous subissez une injustice, afin qu'on aille au tribunal administratif. S'agissant justement de ce Conseil national de la communication, qui n'aide pas le chef de l'État dans son rôle de régulateur des médias. Vous avez suivi il y a bientôt 10 jours Madame la ministre chargée du contrôle supérieur de l'État, qui, en Mondovision, je dis bien à l'émission dimanche midi, devant le journaliste de la CATV, a déclaré que ce n'est pas la Cour suprême qui doit lui dire ce qu'elle a à faire. Elle a pour boss le président de la République. Mais le présentateur de dimanche midi ne l'a pas recadré. Tout simplement parce qu'il s'agit de la CATV. Vous voyez donc, voilà une institution étatique qui n'aime pas le président de la République à faire son travail. Et à la suite de ça, toujours pour indexer les collaborateurs du président de la République, je puis vous attester que j'ai directement appelé le DG de la CATV afin qu'il me permette d'apporter la contradiction dans une émission comme Actualité Hebdo. Parce que ce sont les chaînes libres comme vous, Equinox et autres et tout, qui nous donnent la parole. Je vous assure que j'ai été aguerri
Lorsque le DG de la CIATV m'a répondu ceci, professeur, vous savez ce que c'est que la CIATV. Il y a des choses qui ne s'y disent point. Comme pour dire qu'on n'a pas besoin de voix discordantes. La CIATV, c'est le tam-tam du R, le relais du pouvoir. Voilà des collaborateurs qui n'aident pas. Je prends un autre exemple. Nous, les universitaires. Alors, et là, les Blancs m'entendent. Notre milieu universitaire est sinistré. Un enseignant d'université qui vous dit qu'il est à l'aise ne vit pas dans la crainte de Dieu. Voilà les premiers supplices du régime, qui sont les premiers à chanter les louanges d'un pouvoir de près d'un demi-siècle, qui a eu tous les moyens financiers, tous les leviers du pouvoir, sans contradiction. Mais lorsqu'on essaie de faire le ratio, l'échec est patent. Et vous voyez, c'est les mêmes damnés de la terre qui, en violation des règles éthiques et du bilan des affaires du président de la République, le soutiennent. Donc, comme Blériot l'a dit tout à l'heure, autant nous avons les dirigeants que nous méritons, autant nous avons l'opposition que nous méritons. Merci, professeur Jean-Calvin Bayonou. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. En quelques secondes avant de partir. Oui, en quelques secondes avant de partir, l'article 80 du Code électoral de 2012 fait obligation au directeur général de l'élection de Cameroun de publier la liste électorale nationale pour des besoins de transparence. Il n'obtempère pas. On saisit le Conseil constitutionnel qui, au terme de l'article 46 de la Constitution, est le régulateur du fonctionnement des institutions. Il se déclare incompétent. Comment ne donc pas, sous le bénéfice de ce qui succède, établir la double responsabilité séquencée du chef de l'État et du peuple dans l'échec d'une nation? J'en ai terminé. Le président national, de fait, parce qu'il ne l'est plus, s'appelle M. Paul Biya. Donc, alors, Paul Biya est l'ancien président. Il est l'ancien président du RDPC. À partir du moment où son mandat est arrivé à expiration, il devient un ancien président. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national, pas de comité central, pas de bureau politique valide. La seule issue, c'est pour ça que nous avons saisi le juge des référés, justement, en urgence, étant donné que nous avons une élection présidentielle en vue, il faut absolument que le juge nous permette de tenir un congrès qui donnera la légalité, que ce soit au parti, que ce soit également aux candidats que nous allons pouvoir présenter, pour éviter, au moins, même si on veut, on va gagner l'élection, ça peut être possible, encore qu'on va rentrer dans les détails, si vous me le permettez. Donc, l'objectif du juge ici, c'est de pouvoir nous donner un mandataire qui nous permettra d'avancer sur ce point-là. Monsieur Paul Biya n'est pas président du RDPC, encore moins le comité central qui prend des mesures qui sont totalement hors contexte aujourd'hui. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Des ministres, le président Kagame a parlé, il est parti, introduit. Non. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous restez assis, parlez assis. Hein? Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? Le premier artificier de l'échec de ce président est le premier artificier de l'échec de ce pays. Qu'on a comme l'impression que ce sont les imbéciles qui sont heureux dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ne méritent à rien d'être là où ils sont, mais pourtant, leurs responsabilités sont renforcées au jour le jour. Ils passent de ministre à ministre d'État, puis on détourne plus encore, on est responsabilisé. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi?
Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà qu'aujourd'hui, personne ne va entendre un traitement. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous allons dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Dans cette logique de Paul Biya, qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratique plus de 250 jours à l'extérieur. À l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Mouvoudai. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Mouvoudai, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, c'est ses derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait s'endormir à Mouvoudai. Je vais dire d'emblée une chose, c'est un bilan qui est mitigé. C'est un bilan qui est mitigé parce que, mitigé pourquoi? Il peut être positif si on prend un certain angle, il peut être négatif si on prend un autre angle. Pour moi, il est mitigé parce que politiquement, je trouve que le bilan de l'ordre gouvernant actuel est d'abord le bilan de celui qui l'a constitué, c'est-à-dire Paul Biya lui-même, parce qu'en fait, il est le chef de l'État. Président de la République, chef de l'État. Ça veut dire que le bilan de tous ses collaborateurs est son bilan. Le bilan de tous ses collaborateurs est son bilan. Même si le bilan, son bilan peut ne pas être celui de ses collaborateurs. Parce qu'il prend la décision en vertu de l'élection que lui a donnée le peuple camerounais. Et c'est à partir de cette élection-là qu'il désigne ceux qui vont l'accompagner pour accomplir la mission qu'il a proposé d'accomplir au peuple camerounais. Vous voyez? Et ce qui fait donc aujourd'hui, quand il échoue, c'est d'abord lui qui échoue avant ceux qu'il a choisi pour l'accompagner. Et donc, le premier président de la République du Cameroun, Ahidjo, qui est le premier président de la République du Cameroun, et qui a passé le pouvoir à M. Biya. M. Biya n'est pas le seul érudit de Cameroun, il lui a passé le pouvoir, en montrant bien aux Camerounais qu'il a été, lui, du Nord, et qu'aujourd'hui va passer le pouvoir à quelqu'un du Sud, pour que personne ne pense que le Cameroun est la propriété d'une tribu ou d'une région. Et M. Biya a travaillé étroitement avec M. Ahidjo. Étroitement. Secrétaire général de la présidence, Premier ministre. Il lui a donné librement. Personne ne peut comprendre qu'il ait décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Ahidjo et de sa femme, en les poussant à l'exil, comme aujourd'hui on pousse à l'exil les Camerounais qui soi-disant ont la double nationalité. Il y a un problème chez M. Biya. Moi, ce problème de transférer les restes, il ne représente aucun danger. Sur sa terre natale, j'en ai parlé à plusieurs chefs d'État africains, j'ai dit essayez de lui demander. Ils ont dit qu'eux-mêmes sont fatigués. Ils ont prié le peuple de les inviter tous. Fatigués de demander à Paul Biya. Fatigués de le demander. Ahidjo. Paul Biya fait voter des morts. Il a toujours fait voter des morts. Les électeurs fictifs, c'est sa spécialité. Le même Paul Biya là s'est organisé pour exclure autant que possible les millions de Camerounais de diaspora qui sont privés de renouvellement de leur pièce d'identité, carte d'identité nationale, passeport, et par conséquent du renouvellement de leur carte de vote, carte d'électeur. Donc voilà quelqu'un qui a exclu des millions de ses compatriotes des listes électorales, qui inclut des noms opportunistes d'étrangers dans les listes électorales, et qui possède même des électeurs fictifs. Paul Biya possède des électeurs fictifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais nés, mais qui existent sous forme de carte électorale. Pourquoi Paul Biya fraude-t-il aux élections? Et notamment depuis le retour du pseudo-multipartisme.
Mais parce que Paul Biya sait qu'il n'est pas populaire et que lui, comme son prédécesseur Ahidjo, ont été imposés à la tête du Cameroun par le colonialisme et le néocolonialisme français. Paul Biya sait qu'il ne doit pas le pouvoir aux Camerounais, au peuple camerounais. Pourquoi voulez-vous qu'il tienne compte des suffrages exprimés par les Camerounais alors que ce ne sont pas eux qui lui ont donné le pouvoir? Le pouvoir lui a été donné par Ahidjo et par la puissance néocolonialiste française. Ahidjo lui-même, la France coloniale avait fraudé aux élections de l'Assemblée législative du Cameroun pour l'imposer, lui Ahidjo. Ils ont bourré les urnes à Yaoundé pour l'imposer. Et ensuite, ils l'ont aidé à massacrer plus d'1 million de ses compatriotes, dont le grand héros révolutionnaire Ernest Ouandié. Donc, en fait, tricher pour Paul Biya était un devoir. C'est un devoir démoniaque qu'il remplit fidèlement parce qu'il est arrivé à la présidence de la République par la triche. Il fait partie de ces Camerounais qui ne voulaient pas l'indépendance totale du Cameroun. Vous comprenez? Et qui ont travaillé aux côtés du colon français pour imposer une république bananière, une oligarchie corrompue, antipopulaire à la tête de mon pays natal. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais accepté que les Camerounaises et les Camerounais choisissent librement leurs dirigeants. Les Camerounais vivent mal. Notre pays va mal. On a faim. Les enfants souffrent. Les enfants ont leur diplôme. Ils ne travaillent pas. Il n'y a pas le travail. Il n'y a rien de bon au Cameroun. C'est ça, non? Mais il y a quand même la lumière. Il n'y a pas la lumière. Et Noyo, j'ai fait souvent une semaine sans lumière. Les moustiques m'ont donné le palu, c'est-à-dire que j'ai des blessures, les plaies partout. Parce que les moustiques me mangent. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Il n'y a pas la vie au Cameroun. Il n'y a rien ici. Si moi j'avais les possibilités, c'est que j'ai déjà enlevé mes enfants ici. Mes enfants ont le diplôme, mais il n'y a pas le travail. Mais si tu étais président de la République, tu aurais fait comment? Quelle décision? Tu n'as pas quelle décision? Ou alors, au moins tu peux avoir quelque chose de positif, non? Un petit truc quand même. Si c'est moi qui gérais ce pays, c'est que j'ai déjà démissionné. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. 42 ans d'échec. 42 ans de misère. 42 ans, les gens meurent. Le peuple meurt chaque jour. Le peuple souffre. Le peuple misère. Dans tout le pays, 42 ans de misère. 42 ans d'échec. Le peuple misère depuis 42 ans. Ils sont là, ils voient. Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de nous gouverner. Pourtant, c'est la dictature. Cette dictature va finir cette année. Il y aura plus de 7 ans au-dessus de 42 ans. Cette dictature doit finir cette année. Il y aura plus de 7 ans au-dessus de 42 ans de misère. Cette année, c'est la fin. Paul Biya doit partir avec toute son équipe. Cette année, c'est la fin. La fin des souffrances du peuple camerounais. C'est la fin. C'est la fin. Un pays désordonné. Même les poubelles leur dépassent de ramasser. Même les simples poubelles. Vous voyez à quel niveau le problème est grave. La malgouvernance, l'échec, l'insécurité partout. Tu es dans ton pays, tu es dans ton pays, tu ne parviens pas à circuler normalement, à marcher, tu n'arrives pas à marcher. L'insécurité, 42 ans d'échec. Il n'y aura pas de 7 ans au-dessus de ces 42 ans-là. Cette année, c'est la fin de toutes les souffrances du peuple camerounais. Cette année, c'est la fin. Un pays avec l'insécurité, 42 ans d'échec, 42 ans de souffrance, 42 ans de misère. Il n'y aura plus un 7 ans au-dessus de ces 42 ans d'échec. C'est la fin de cette année. C'est la fin. Paul Biya doit partir avec toute son équipe. L'insécurité, 42 ans de misère, 42 ans d'échec, 42 ans de misère. Le peuple meurt, le peuple souffre dans sa chair. Le peuple souffre, le peuple misère. Après, ils vont nous dire que ce pays a la liberté d'expression. Non, ça n'a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Quand tu vas parler, on va venir te menacer, t'arrêter, te tuer comme les autres. 42 ans d'échec, c'est la fin de cette année. C'est la fin, 42 ans de misère, c'est la fin de cette année. Quand tu vas parler, on va venir t'arrêter. Quand tu vas parler, on va venir t'arrêter. Après, ils vont dire que
ce pays est démocratie. Que ça c'est le pays de la démocratie. Jamais. Jamais il n'y a pas la liberté d'expression. Cette année, c'est la fin de tout, les souffrances. C'est la fin. Quand vous observez les choses qui se passent au pays, le redéploiement du personnel diplomatique, majoritairement d'une région. De sa région, pour préciser ça à moi. C'est pour ça qu'il... Majoritairement, mon fils, quand on développe des choses comme ça, à l'EMIA, majoritairement, à l'ENAM, majoritairement, on va faire quoi? Dans le temps, l'ENAM, c'était l'excellence. Tout le monde, tous les enfants du Cameroun, quelle que soit leur région, quand ils ont la tête, ils passent leur concours, ils deviennent préfets, tout. Vous allez maintenant dans les coins les plus reculés, les fils de ministres sont sous-préfets, sont ceci. Et vous croyez que quand vous développez ça, vous pensez normalement que ça, il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de la résistance contre vous? J'avais parlé un jour d'une brigade de gendarmerie à Bonanjo. Depuis le portier, jusqu'aux enquêteurs, jusqu'au commandant de la brigade. Et quand il n'a pas pu libérer mes camarades qui étaient passés distribuer des tracts de rond-point, le commandant de brigade m'a dit, il faut appeler le collégion. Il a appelé le collégion. Il se trouve que malheureusement, je suis né en pays Boulou. Je suis né en Mbam. Donc mes parents lisaient la Bible en Boulou. On chantait à l'église en Boulou. Donc j'ai bien intégré la culture de cette région-là. Mais comment vous pouvez mettre dans une brigade? On n'a jamais vu ça du temps d'Aïdjo. Jamais. Toute une brigade, tout le monde parle Boulou. C'est vous qui avez instauré ça. Et pourquoi? Quand j'arrive, bon, le portier, lui, il ne savait pas. Mais quand j'arrive voir les enquêteurs, comme toute la République sait que je suis né dans le Sud, ils m'ont tous accueilli dans la langue, ce que je considère aussi comme ma langue maternelle, le Boulou. Et vous faites ça, vous croyez que les gens ne voient pas? Pourquoi le président Biyaki, à son arrivée au pouvoir, il a dit, je ne suis pas le président des Boulous, je suis le président du Cameroun. Mais dès qu'il y a eu putsch, les Boulous lui ont dit, tu as vu, tu voulais faire confiance aux hommes, maintenant couche-toi, nous on va gérer. C'est ce que mes frères Boulous ont fait. Et vous croyez que quand je parle de ça, je suis une idiote? Quand vous faites tous les diplomates, toutes les grandes ambassades, ce sont des Boulous et des Ewondo. Les autres sont quoi? C'est pas des Camerounais qui peuvent nous représenter valablement dans toutes les grandes ambassades? Alors quand les cas commencent à développer ce langage-là, vous dites que non, c'est la haine, c'est le terrorisme. Et la dernière chose, le pouvoir a gelé la démocratie. On est arrivé en démocratie. 92, le président dit qu'il y aura des élections. Et à ces 2 élections, vous êtes battus. Vous avez déjà vu une élection présidentielle où on attend 2 mois. Combien de pourcents? Attends. Le premier est combien? Attends. Celui qui a bâti selon. Attends. Je parle de Fundi. Où on attend. Fundi a gagné avec. Tu as déjà vu une élection où on attend. Non seulement on attend 2 mois pour proclamer les résultats, on met Baminda en état de siège, c'est-à-dire des camions militaires foncent sur Baminda. Et on prend le candidat de l'opposition, on le met en résidence surveillée pendant plus d'1 mois et demi. Vous avez vu ça où? Quand toutes les démocraties africaines sont arrivées. On a vu ça où? C'est au Cameroun qu'on a vu ça. Merci. Et pourquoi? Parce que chaque fois que l'élection, quand l'élection arrivait, et que nos amis du RDPC ont fait leur sondage, ils ont commencé à chanter
que non, il faut la paix. Il faut la paix. Les arbres de la paix, moi je ne connaissais pas l'arbre de la paix. Les femmes ont marché avec l'arbre de la paix. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, on va aller aux élections, et le RDPC qui a dormi sur ses lauriers, n'a pas développé le pays, était sûr d'être battu. Vous gagnez des élections sur quel bilan? Qu'il fait, c'est qu'il manipule les masses. Et il monte en épingle les petites fautes que quelqu'un ou les petites erreurs que 2 ou 3 personnes peuvent faire à gauche et à droite. Et la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans l'espace politique et qui ne sont pas du tout les gens ce qu'on peut appeler de l'héritage de l'UPC, ce sont des gens, des créations qui arrivent dans l'espace public et qui n'ont aucune base idéologique et qui n'ont aucun parcours, aucun héritage aucun héritage sur lequel ils peuvent s'appuyer. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le vide de discours et le vide de capacité à concevoir et à projeter notre souveraineté et notre liberté à travers, en s'appuyant justement sur un momentum qui est cette lutte, par exemple, que les Wandje, Oumniové et Moumia ont menée, eh bien, comme ils ne l'ont pas, la seule arme qui leur reste là, c'est l'arme des faibles. C'est de manipuler les masses, de reprendre le jeu des colons. Et en reprenant le jeu des colons qui vous divisent, parce que j'entends beaucoup de gens dire, Lamberton a dit que ouais, le Cameroun devient un caillou dans la chaussure. Mais quel était le rôle de Lamberton? Mais c'était de diviser. Et donc le type, même en partant, il laisse quand même quelque chose, un poison qui continue à vous diriger. Et vous êtes là, vous reprenez ça. Vous dites, ouais, Lamberton avait même dit que... Mais Lamberton, c'est lui qui est votre ami. Lamberton est votre ami, plus que vos propres frères du Cameroun. C'est Lamberton qui va vous expliquer qui sont vos propres frères, des gens que vous connaissiez avant que Lamberton n'arrive ici. Il n'y a pas ça, madame. Et on a le malheur d'être dirigé par des gens qui ne voulaient même pas de l'indépendance de ce pays. Je suis très surpris que sur ce plateau, on vienne me dire qu'un type qui ne voulait pas de l'indépendance du Cameroun doit être traité comme un héros. Je suis très surpris. Vous parlez de qui? Je parle du président Idio dont il parle. Je suis très surpris. Ce type ne voulait pas de l'indépendance du Cameroun. Donc un type qui ne veut pas de l'indépendance du Cameroun, qui est l'ami des colons. Mais je ne comprends pas très bien comment il va être... Idio n'a jamais été l'ami des colons. Monsieur, je parle de l'histoire. Laissez-moi... Laissez le bavardage du quartier. Faites comme vous voulez, l'histoire est là. Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Monsieur, les gens qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays, Idio n'en fait pas partie. Les gens qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays, Idio n'en fait pas partie. Pas du tout. S'il voulait lutter pour l'indépendance de ce pays, il n'aurait pas dit qu'il va tuer Wandje et il l'a tué. Arrêtez ça. Défendez autre chose, ne défendez pas les choses qui sont des faits historiques. N'allez pas contre ça. À quel moment il a dit ça? C'est votre problème. Je ne suis pas là pour ça. Ce que je veux vous expliquer est ceci. Ce que je vous explique, c'est ceci. Oui. Lorsque la situation dans laquelle nous sommes, c'est que, madame, vous avez quelque chose que la colonisation européenne a créé chez nous. Elle a tellement traumatisé les gens, elle les a réduits à une vie au niveau local, qui fait que tout ce qui arrive sont malheureusement suspectés. Ce d'autant plus que l'État lui-même, quand il arrive, l'État par exemple actuel, qu'est-ce qu'il fait? On a une constitution d'une médiocrité affligeante et dans laquelle les gars disent tranquille. Les lois et les coutumes ne doivent pas rentrer en contradiction avec la Constitution. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui fait la Constitution? La loi, c'est quoi? Donc, les gens vous disent ce que les Français ont fait, le consensus historique auquel les Français sont parvenus, les Anglais sont parvenus, pour régler les problématiques sociopolitiques dans leur pays, c'est ça que nous allons utiliser et c'est ça que vous devez accepter. Les consensus historiques auxquels vos peuples, nos peuples sont parvenus, qui constituent nos us et nos coutumes, c'est-à-dire nos lois. Non, ça n'a pas d'intérêt. Comment voulez-vous qu'un tel État puisse fonctionner comme ça? L'une des choses que l'UPC aurait certainement faites, si l'UPC avait gagné cette guerre, et l'UPC gagnera cette guerre, c'est que d'abord, on a la carte Moiselle de 1913. Parce que tous ces problèmes qu'on monte en épingle, au fond, viennent de quoi? Viennent simplement de du rejet confus du mode de production dans lequel on a mis les gens avec cet état néocolonial. Ce mode de production s'appelle le capitalisme et sa phase internationale, le néocolonialisme que nous subissons aujourd'hui. Qui fait que les rapports de production qu'on a installés privent les gens de leur capital initial qui est la terre.
Et le fait qu'on a privé les gens de leur capital initial qui est la terre, en créant justement des sortes de Bantoustan comme New Bell, parce que c'était Bantoustan. Quand vous êtes dans un Bantoustan, vous n'avez pas le choix. Ils ont fait ça, ils ont créé New Bell et tout. C'est ce que les Sud-Africains ont fait. Vous êtes donc des gens qu'on a parqués quelque part. Au fond, comment vous allez réagir? Ça crée des liens qui font que vous êtes vous tous contre les autres. C'est pour ça que vous vous entendiez. Ce n'est pas parce que vous étiez particulièrement content. Mais si là, à New Bell, et aujourd'hui on le voit dans nos quartiers, si les gens commencent, pour monsieur tout le monde, si les gens commencent à se rejeter, comment ils vont résister à l'État néocolonial? En fait, c'est ça le fond du problème. Donc du coup, nous sommes dans une situation où, comme le régime ne sait pas quoi faire, et comme un certain nombre de supposés intellectuels, hommes politiques, ne savent pas nommer le problème auquel nous sommes confrontés, et qu'ils ont tous peur, une peur bleue, parce qu'ils sont compromis, de dire la vérité, qui consiste à dire que nous sommes une néocolonie, et que nous devons tout faire pour nous battre pour la souveraineté et l'indépendance du Cameroun, achever la révolution camerounaise. Alors ils vont dire, oui, ça s'appelle tribalisme. Sauf qu'au fond, et ils vont commencer les faux débats sur les héros. Nous ne sommes pas ici pour les débats sur les héros. Ce sur quoi nous sommes, parce que les vrais héros, c'est les mamans qui braisent le maïs au bord de la route. C'est les chauffeurs de taxi. C'est les gars qui nous transportent sur les motos et qui se cassent tous les jours. C'est les préfets, les policiers, les préfets, les policiers, les magistrats et toute cette administration qu'on a embarqué politiquement dans quelque chose que l'administration a du mal à comprendre. Et il faut donc que nous puissions aujourd'hui arriver à formuler une nouvelle vision du Cameroun, avoir des dirigeants différents qui vont donc nous permettre en réalité de replacer le débat là où il est, parce que celui-ci est de très bas niveau, de le replacer là où il est pour que le Cameroun enfin se réintègre dans la dynamique historique de nos ancêtres. Merci à vous, docteur. Peuple opprimé, c'est un de vos enfants qui vous opprime. Il vous déshabille, il vous malmène, travaille à un moment à marcher nu devant d'autres personnes de ce pays. Il ne peut pas s'ériger contre nous pour nous abrutir, pour nous torturer. Nous lui dirons non en le mettant à la retraite. Il est notre frère, il ne peut pas nous humilier. Il a grandi avec nous. Il a appelé certaines personnes tonton. Il a appelé certaines personnes